Bonjour à tous et bienvenue au débat des cours de chimio. Je vous rappelle le principe, on a un cancer, un débat autour d'une question brûlante avec deux spécialistes. Et aujourd'hui, le thème c'est le cancer de la prostate. Alors j'ai parmi nous donc deux éminents spécialistes, professeur Fizazi, oncologue médical à Gustave Roussy et président du GTUG. Bonjour. Bonjour Alice. Et Dr Yohann Loriot, oncologue médical à Gustave Roussy également et médecin-chercheur sur la thématique génito-urinaire. Bonjour. Merci Alice de m'avoir invité au meilleur débat des cours de chimiothérapie. Donc aujourd'hui on mettra le masque, n'est-ce pas? Cas contact. Voilà. La question aujourd'hui c'est le traitement, quel choix de traitement pour les cancers de prostate métastatiques hormonosensibles, avec de nombreux essais là, sur les quelques dernières années qui ont été positifs et qui nous laissent donc l'embarras du choix dans cette indication-là. Et donc, je vous propose, pour rendre ce débat plus palpitant, de faire un tirage au sort pour que chacun défende sa version. Le 2 € fait de la chimio ou fait de l'hormonothérapie? Vaut mieux que tu nous dises avant. Alors du coup, 2 € chimio et la face hormonothérapie. Alors tu tires au sort pour Karim. Ok, donc Karim, alors hop, donc chimio. Donc 2 € la chimio. C'est pas cher la chimio. Non, tout à fait. Bon, ben c'est parti. Alors effectivement, pendant très longtemps, on a traité les patients atteints de cancer de la prostate avec une hormonothérapie conventionnelle, c'est-à-dire une déprivation hormonale, en d'autres termes une castration. Ce depuis les années 40 et jusqu'à 2015. Aucun progrès pour ces patients pendant 70 ans. À partir de 2015, on a vu enfin un progrès avec la chimiothérapie, avec le docétaxel, à travers plusieurs essais randomisés qui ont montré un bénéfice non seulement en termes de survie sans progression, mais également en termes de survie globale. Pour ne pas être trop long, je vous montre ici sur la diapositive la méta-analyse qui a été publiée en 2016 et qui résume en fait les 4 essais thérapeutiques qui ont été réalisés posant cette question. Le premier essai réalisé était l'essai français GTUG 15. C'est le plus petit de ces différents essais. Il montrait clairement un bénéfice en survie sans progression, que ce soit en survie sans progression biologique, en mesurant le PSA, mais aussi en termes de survie sans progression clinique. En revanche, on ne retrouvait pas de bénéfice en survie globale de manière significative. Il y avait une tendance, très clairement, mais elle n'était pas significative. Et puis un an après, l'essai américain qui avait 2 fois plus de patients, 800 patients, l'essai Charted, a été montré pour la première fois à l'ASCO et a été publié dans la foulée dans le New England, avec enfin un bénéfice non seulement en PFS, mais aussi en termes de survie globale. Et la réduction du risque de décès était quasiment de l'ordre de 40%. Donc là, beaucoup de champagne a coulé lors de cette ASCO. Tout le monde était très content pour nos patients. Alors, il y a eu une année un petit peu de transition parce que quand même, il y avait un essai positif en survie globale, l'autre qui était négatif. Donc on se demandait s'il fallait vraiment complètement changer nos standards. Et les Anglais sont venus à la rescousse, sont venus départager tout le monde avec l'essai Stampede qui est encore plus gros et qui pose plein de questions. Mais là, la question, c'était le docétaxel. Et il y a bien effectivement un bénéfice en survie globale lié au docétaxel, non seulement avec le docétaxel, non seulement en termes de survie sans progression, mais également en termes de survie globale. Donc voilà un petit peu l'analyse qui a été faite. Yohann. Je te prie de noter peut-être le hazard ratio de cette méta-analyse. Alors, effectivement, le hazard ratio, donc je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas trop familiers, nous montre le bénéfice sur l'ensemble de tous ces patients, des 4 essais qui ont été menés. Il est de 0,77, ce qui veut dire 23% de réduction du risque de décès, ce qui à l'époque était bien sûr inégalé. On n'avait aucun traitement qui avait obtenu de tels résultats.
Et vous voyez que la différence est significative. Vous voyez que l'intervalle de confiance ne touche pas le 1, le petit p se passe de commentaires. Il est très significatif. Alors, on va avancer. Et je crois que Johan a des choses à nous dire sur la mise à jour de ces 2 essais. Oui, Karim, en effet, c'est vrai que les données initiales étaient très encourageantes. Tout le monde a sabré le champagne, en effet. Mais comme toujours, ces gros essais de phase 3 sont suivis pendant une longue période. Et malheureusement, on voit bien sur ces actualisations qu'on est finalement un peu déçu. On va passer du champagne au mousseux, peut-être, avec un bénéfice qui s'est réduit dans le temps. J'ai pris part tout à l'heure à la remarque sur le hazard ratio. On voit que, par exemple, dans l'essai Stampin, le hazard ratio maintenant est de 0,81. Donc, dans le temps, ce bénéfice a tendance à se restreindre. Et on verra tout à l'heure, je te réinterrogerai sur le hazard ratio au moment où je présenterai les résultats avec les hormonothérapies. Mais écoute, vas-y, continue. Tu es bien parti, là. Voilà, alors, en effet, donc, il y a eu d'autres essais qui ont posé la même question d'une combinaison d'un nouveau traitement plus la castration, en l'occurrence ici des hormonothérapies de nouvelle génération, et en particulier l'abiraterone, avec l'attitude, un essai que tu connais bien, et puis nos confrères anglais avec Stampede. Et on voit également qu'il y a un bénéfice majeur avec une amélioration de la survie globale qui est importante, et je note que le hazard ratio, cette fois-ci, est de 0,62 dans l'essai latitude, donc probablement un peu meilleur que ce que tu nous as montré avec la chimiothérapie. Tu es en train de nous dire qu'on peut comparer les essais randomisés? Non, on ne peut pas, en effet. C'est une bonne remarque de méthodologiste. On ne peut pas comparer 2 essais face à face, en effet, mais il y a peut-être quelque chose à creuser et peut-être qu'on en discutera au cours de ce débat. Le hazard ratio est peut-être de façon assez systématiquement meilleur avec les hormonothérapies qu'avec la chimiothérapie. Tu gardes la main avec la mise à jour des essais Latitude et Stampede? Oui, donc on a vu qu'en effet, avec la chimiothérapie, avec un suivi plus long, le hazard ratio, et donc le bénéfice avait tendance un peu à se restreindre. Ça ne semble pas le cas avec l'hormonothérapie, puisqu'on voit avec un suivi maintenant qui est supérieur à 3 ans, 3-4 ans, eh bien, on voit un hazard ratio qui est toujours le même, aux alentours de 0,60, donc une réduction du risque de décès d'environ 40%. On voit bien qu'ici, que les courbes ont plutôt tendance à toujours diverger plutôt que converger. Il a raison. Alors, il y a eu d'autres essais avec oui, en plus, alors au-delà de l'abiraterone, il y en a eu d'autres médicaments qui ciblent le récepteur lui-même. Donc, toute la famille des amides, des inhibiteurs spécifiques du récepteur aux androgènes, avec ici l'essai Enzamet, qui a retrouvé le même bénéfice, un bénéfice similaire, je dirais, avec l'enzalutamide, lorsqu'on le combine à la castration par rapport à la castration et un vieil inhibiteur du récepteur aux androgènes. Donc, on voit que ce n'est pas dépendant finalement du médicament, mais que c'est un effet de classe des inhibiteurs de la voie du récepteur aux androgènes. Titan, qui évaluait l'apalutamide, le cousin de l'enzalutamide, on ne sera donc pas surpris de voir que le bénéfice est également important chez les patients traités avec la combinaison d'une castration et de l'apalutamide. Et puis, alors, c'est vrai que la survie globale, c'est le critère de jugement qui est le plus important. On cherche à améliorer la survie globale, mais il n'y a pas que ça. Il y a la qualité de vie. Et donc tous les bénéfices que l'on peut attendre sur une qualité de vie conservée, et en particulier sur un effet antalgique. Et on voit également qu'avec l'abiraterone, dans l'essai Latitude, eh bien, il y a un gain sur le contrôle de la douleur chez les patients traités avec l'abiraterone. Et je ne crois pas, Karim, que c'était été clairement démontré avec la chimiothérapie. Et c'est vrai que tu as raison, un bon point de ton côté. Les essais évaluant la chimiothérapie n'ont pas évalué de manière aussi rigoureuse la douleur, en tout cas de manière auto-évaluée par le patient. On avait cette information dans les dossiers des patients par l'évaluation médicale, mais pas via une auto-évaluation par le patient. Il faut dire que ces essais ont été faits aussi à une époque où c'était beaucoup moins la routine que de le faire. Et tu as raison, du coup on n'a pas la preuve formelle qu'il y a un effet antalgique aussi important avec la chimiothérapie. On en discutera avec les données de Stampin. Donc clairement, on a l'impression que l'hormonothérapie fait mieux que la chimio. Est-ce qu'on a une comparaison directe
entre les deux? Alors, l'équipe rouge? Alors oui, parce que on a utilisé un code couleur pour simplifier la vie. Alors oui, on a une comparaison directe, et je pense qu'on peut prendre les résultats un petit peu dans les deux sens. La comparaison directe, elle vient de l'essai Stampede. L'essai Stampede, c'est un énorme essai qui a posé beaucoup de questions, et différentes questions dans le temps. La première série de questions a porté, comme on l'a vu, sur l'intérêt du docétaxel, mais aussi l'intérêt de l'acide zolédronique, un vieux médicament, le célécoxib. Puis il y a eu la biratérone, puis la radiothérapie de la prostate, puis encore d'autres questions. Et il se trouve qu'à un moment, vers 2012-2013, des patients ont été randomisés exactement au même moment pour recevoir soit la castration seule, soit la castration plus le docétaxel, soit la castration plus la biratérone. Et du coup, les auteurs ont décidé, a posteriori, on peut en débattre sur un plan méthodologique, d'analyser abiraterone versus docétaxel. Et voici les données dont on dispose. Les données de survie sans progression, Johan va peut-être vouloir les commenter parce que j'ai l'impression qu'elles vont en son sens. Donc tu me tends le bâton pour te faire battre. C'est Alice qui a triché. Donc en effet, les données de survie sans progression sont assez clairement en faveur de l'utilisation de la biratérone. Alice, pour répondre à ta question, on voit bien que dans cet essai, donc avec des patients qui ont été inclus au même moment dans l'essai Stampede, on voit qu'on contrôle mieux la maladie lorsqu'ils reçoivent plutôt la biratérone par rapport à la chimiothérapie. Mais mes oreilles sifflent et j'ai l'impression qu'un contre-argument peut arriver. Oui, il y en a même plusieurs. Et par exemple, la survie globale dans cette analyse n'était pas différente du tout entre les deux bras. Alors peut-être parce que le suivi n'est pas assez long pour pouvoir le dire, et peut-être qu'ils referont une analyse à plus long terme. Mais en tout cas, avec les données telles qu'on les connaît aujourd'hui, on ne voit pas de différence en survie globale dans cette unique analyse directe dont on dispose. Et puis ces données de survie sans progression, certains pourraient dire qu'elles sont biaisées aussi parce que le docétaxel, on l'utilise pendant 4 mois et demi puis on arrête, alors que la biratérone, on va poursuivre jusqu'à progression. Donc effectivement, si on pouvait utiliser le docétaxel plus longtemps, peut-être que les données de survie sans progression seraient similaires. Alors Karim, encore un deuxième bâton pour te faire battre, parce que sur cette diapositive, on voit le hazard ratio de l'ensemble des études qui ont évalué ces questions, et on voit donc en bleu le hazard ratio des études qui ont évalué en gros une hormonothérapie de nouvelle génération combinée à la castration, et en rouge, celles qui ont évalué la chimiothérapie. On voit que, pour revenir à ta question initiale, que systématiquement, le hazard ratio est meilleur dans les études qui ont évalué une combinaison d'une castration et d'une hormonothérapie. Alors, certes, méthodologiquement, c'est compliqué, risqué et probablement pas juste, évidemment, de comparer indirectement ces essais, mais c'est vrai qu'il y a quand même un argument pour penser que l'hormonothérapie contrôle mieux, on l'a vu, la survie sans progression et probablement la survie globale également. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde ce tableau qui résume l'ensemble des données, on a l'impression que la réduction du risque de décès lié aux hormonothérapies nouvelle génération est de l'ordre de 35%, alors que cette réduction de risque de décès avec le docétaxel est plutôt de l'ordre de 20%, voire moins. C'est vrai. Toute la question est de savoir si finalement on a inclus exactement les mêmes malades dans toutes ces études, et comme tu l'as reconnu honnêtement, si on peut complètement comparer tous ces essais avec toujours un risque de biais. Mais il faut reconnaître que la tendance, elle est plutôt en faveur des hormonothérapies nouvelle génération, avec quand même les données de comparaison directe de Stampede, qui jusqu'à ce jour ne montrent pas de différence en termes de survie globale. Je te l'accorde. Alors, on a évoqué la survie globale à l'instant, mais comme je disais, la qualité de vie, c'est quelque chose d'éminemment important dans la prise en charge de ces patients. Et on voit que donc la qualité de vie est maintenue à un bon niveau, un meilleur niveau finalement chez les patients traités avec de l'hormonothérapie par rapport à la chimiothérapie. On voit sur la courbe rouge la dégradation de la qualité de vie des patients traités avec la chimiothérapie. Ce n'est pas inattendu finalement. Et que lorsqu'on regarde les différents paramètres, que ce soit la fatigue ou la douleur au milieu, systématiquement, finalement, l'hormonothérapie, en l'occurrence la biratérone, fait mieux que la chimiothérapie. Tu as raison, et à la limite, je dirais que c'est peut-être ce qui me convainc le plus dans l'histoire.
pour aller dans ton sens, ce d'autant plus que sur la courbe de qualité de vie, on voit au centre le bras contrôle, c'est-à-dire l'hormonothérapie traditionnelle, et on voit non seulement qu'on impacte négativement cette qualité de vie, en tout cas initialement avec la chimiothérapie, mais que sur le plus long terme, la courbe de cet axel ne fait que retrouver la courbe de l'hormonothérapie traditionnelle, alors que la courbe de la biratérone reste systématiquement au-dessus. Et je pense que ça, c'est un point majeur pour aller dans ton sens. Je suis obligé de le reconnaître en toute honnêteté. Alors il y a quand même un point important, cette fois-ci dans mon sens, c'est quand même le coût pour la société. On est dans une société de médecine sociale. Dans d'autres pays, les patients doivent payer eux-mêmes leurs soins, mais dans tous les cas, il faut que quelqu'un paye. Et le docétaxel coûte quelque chose comme 20 € ou quelque chose qui ressemble à ça par cycle. La biratérone, même si le prix est discuté et partiellement secret, coûte plusieurs milliers d'euros par mois. Donc c'est quand même un point majeur, à la fois pour notre pays qui fait face à des dépenses de santé importantes, et sans même parler de la situation du Covid actuelle. C'est encore plus vrai dans beaucoup de pays qui ont des patients métastatiques d'emblée en pagaille, et je pense particulièrement aux pays pauvres. En Chine, en Inde, 80% des hommes qui ont un diagnostic de cancer de la prostate ont des métastases. Donc vont devoir idéalement recevoir l'un ou l'autre de ces traitements. Et là, le coût devient vraiment important. Oui, mais tu n'es pas sans savoir que la biratérone est génériquée. Alors, donc, cette diffusion est maintenant vraiment importante à l'échelle du globe, ce qu'on voit ici en rouge. Donc cette question du coût, elle devient peut-être moins importante dans certains pays, pas en Europe en tout cas, ce n'est pas encore le cas, puisque ce ne sera pas génériqué avant 2022-2023. Mais bon, de façon générale, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais je ne suis pas sûr que l'argument actuellement à l'échelle de la planète soit encore tenable. Alors, j'accepte ton argument avec quand même un bémol. Et le bémol, c'est que finalement, les génériques dans beaucoup de pays continuent de coûter cher. Si je prends l'exemple des États-Unis, le prix de la biratérone, de l'enzalutamide, de la palutamide est de plusieurs milliers de dollars par mois, souvent quelque chose entre 5 et 10 000 $ par mois. Lorsqu'il y a un générique, ça ne fait que diminuer d'un tiers ou de moitié ce coût, qui reste donc énorme pour la plupart des citoyens ou des systèmes de santé. Donc oui, le générique va aider la population, mais ça dépend où, et ça dépend bien sûr du prix réel de ce générique. Je te l'accorde ici. Alors, qui fait le finalement, je pense qu'il y a, si je défends ma partie, il y a quand même beaucoup d'arguments pour penser qu'il faille plutôt prescrire une hormonothérapie, Alice, puisque c'est la question que tu posais. Puisqu'on a une amélioration importante de la survie sans progression, on a vu les données sur la qualité de vie qui sont quand même en faveur de l'utilisation des hormonothérapies, on ne s'attend pas à une toxicité immédiate importante. Il y a un impact important sur la survie globale, en revanche. Bon, concernant le coût, on vient d'en débattre, c'est évidemment plutôt en défaveur de l'hormonothérapie. Allez, je vais rajouter un dernier argument quand même, tu vas me dire ce que tu en penses, qui est l'argument de dire finalement, le monsieur que j'ai devant moi, au moment où on doit faire ce choix thérapeutique, il a 65 ans, il est à peu près en bon état général. Est-ce que je ne rate pas une occasion de le traiter par chimiothérapie aujourd'hui, plutôt que d'attendre quelques années que les choses se gâtent sous hormonothérapie de nouvelle génération, qu'il soit en mauvais état général et que je ne puisse plus jamais lui délivrer une chimiothérapie. Alors que dans l'autre sens, ça reste improbable. Qu'est-ce que tu en penses? Ça reste improbable, mais on voit dans les essais que finalement, concernant les données des traitements ultérieurs, qu'il y a systématiquement une partie importante des patients qui ne reçoivent pas un traitement ultérieur. Probablement parce que ces patients qui sont graves par définition, ils se dégradent trop rapidement, la maladie évolue trop rapidement pour empêcher un traitement ultérieur. Donc je pense que cette affirmation qui est vraie, elle est aussi vraie dans l'autre sens. Et peut-être qu'on touche là peut-être le paradoxe de l'âne de Buridan, qui était mort en hésitant entre la nourriture et la soif.
et que la médecine a résolu ce paradoxe en disant finalement il faut et manger et boire, et peut-être qu'il faut donner les deux. Ah bon, on va y venir, on va essayer d'en débattre. Mais je crois que là, je suis obligé de reconnaître qu'il y a une sérieuse tendance pour un vainqueur. Bon, et puis c'est vrai que cette année ou ces 2 années ont été un peu compliquées et que la pandémie de Covid plaide probablement en défaveur de l'utilisation d'une chimiothérapie, puisqu'on a vu plus de formes graves de Covid chez les patients qui avaient reçu une chimiothérapie récente. Donc je crains que ce soit encore un argument supplémentaire qui aille en ton sens. Alors, j'ai plusieurs questions, mais la première, c'est qu'on voit bien en clinique qu'il y a des patients avec un très haut volume tumoral et d'autres avec un plus faible volume tumoral. Faut-il traiter les patients de la même façon? Faut-il traiter le patient avec un ganglion lombo-aortique de la même façon que celui qui a un super bon scan? Alors c'est une vraie bonne question et qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des 5 dernières années. Et tout particulièrement parce que la première analyse, et d'ailleurs la deuxième analyse de l'essai de Charted, le gros essai américain évaluant le docetaxel dans cette situation, suggérait un bénéfice important de la chimiothérapie chez des patients dits à haut volume, c'est-à-dire avec beaucoup de métastases pour parler simplement, ou métastases osseuses, ou encore des patients qui avaient des métastases viscérales, ce qui est évidemment plus rare dans cette situation, mais qu'en revanche, des patients dits de faible volume ne semblaient pas bénéficier, ou peut-être moins, du traitement par chimiothérapie. On voit, pour reprendre les termes de Johan, le hazard ratio est à 0,63, donc en gros 37% de réduction du risque de décès avec la chimiothérapie chez les patients multimétastatiques, alors qu'il est de 1 chez les patients dits à faible volume, donc sans effet significatif. Donc tu reconnais, Karim, que finalement, même si on a vu des arguments pour l'utilisation de la chimiothérapie chez beaucoup de patients, finalement ça s'adresse à un sous-groupe de patients, seulement les patients qui ont un haut volume. Les bas volumes, on n'utilise pas la chimiothérapie et c'est plutôt l'hormonothérapie. Tu le reconnais alors? Alors tu sais, non seulement je reconnais que le docetaxel n'est probablement pas approprié pour les patients dits de bas volume, donc des patients en gros oligométastatiques, mais je pense que tu m'as convaincu concernant les hormonothérapies et leurs bénéfices chez les patients qui ont aussi un haut volume, peut-être au moins équivalent à celui qu'on voit ici avec le docetaxel, si ce n'est plus. Et puis de manière générale, je ne suis pas sûr honnêtement que cette histoire de haut volume versus bas volume apporte quelque chose pour ce qui est de décider du traitement systémique. Autant l'identification de patients oligométastatiques permet de décider s'il faut faire ou non une radiothérapie de la prostate, parce qu'il y a un bénéfice prouvé en survie globale, mais pour ce qui est du traitement systémique, si on regarde les données du docetaxel, cette fois-ci dans l'autre essai, l'essai Stampede, l'essai anglais qui a beaucoup plus de patients, on s'aperçoit que le bénéfice il est similaire pour les patients dits de haut volume ou high burden ou high risk, peu importe comment on les appelle, par rapport aux bénéfices que l'on peut voir chez les patients à faible volume, c'est-à-dire oligométastatiques. Dans les deux cas, il y a un bénéfice. Ce bénéfice n'est pas énorme et c'est ce qui est assez logique finalement biologiquement. Il n'y a pas de raison qu'un patient qui a 3 métastases bénéficie moins qu'un patient qui a 4 ou 5. Bien entendu, quand il s'agit d'un traitement qui va partout. Et puis au passage, ce que je dis, on l'a vu aussi dans les essais évaluant les hormonothérapies nouvelle génération, que ce soit la biratérone, la palutamide ou l'enzalutamide, le bénéfice de ces médicaments, il est visible chez les patients dits de haut volume, chez les patients dits à faible volume. Finalement, je garderai peut-être 1 ou 2 exceptions en faveur du docetaxel, si tu veux bien. Lesquelles? Alors, probablement, et je dis probablement parce que j'en suis même pas encore complètement convaincu, le rare cas des patients atteints de métastases hépatiques d'emblée. Lorsqu'on a regardé dans l'attitude, dans l'essai évaluant la biratérone, le bénéfice de la biratérone, on voit ce bénéfice pour tous les patients, sauf pour les patients qui ont des métastases hépatiques. C'est-à-dire qu'on regarde si le patient a 18 métastases ou 22 ou 7 ou que sais-je, c'est pareil. Les métastases ganglionnaires, c'est pareil, etc., etc. Les métastases pulmonaires, au passage, il y a un bénéfice de la biratérone.
En revanche, quand on regarde le petit sous-groupe, mais c'est une analyse par sous-groupe, il faut bien sûr être prudent, hein, c'est probablement la plus grosse expérience dont on dispose, on ne voit pas de bénéfice de l'abiraterone chez les patients qui ont des métastases hépatiques d'emblée. Donc c'est pour ça que, par défaut, j'aurais tendance chez ces patients à recommander une chimiothérapie, même si on ne dispose pas de la même analyse avec la chimiothérapie, Oui, je le reconnais. Parce que c'est ce que j'allais dire, c'est un facteur de mauvais pronostic très général en cancérologie, en particulier dans le cancer de la prostate. Donc c'est probablement aussi le cas avec la chimiothérapie. Je pense que, en tout cas, comme recommandation de prise en charge actuelle pour ces rares patients, je pense que par défaut et faute de plus d'informations, recommander une chimiothérapie est probablement raisonnable. J'espère qu'on aura des données portant sur le docetaxel aussi chez ces patients. On est en train d'y travailler à l'heure actuelle et je ne les ai pas au moment où je parle. Et puis peut-être que l'autre, probablement très rare aussi, exception, porterait sur un patient qui a une hypertension artérielle extraordinairement difficile à équilibrer. L'abiraterone entraîne une hypertension artérielle. Malheureusement, c'est le cas également de l'enzalutamide, de la palutamide. Et donc, si un patient a vraiment une hypertension artérielle extrêmement grave et difficile à équilibrer, peut-être qu'il est plus logique de se tourner vers le docetaxel. Bon, je reconnais que ces patients ne sont pas très fréquents. Non, et puis on a nos amis cardiologues qui peuvent nous aider à peut-être anticiper la prescription de ces médicaments et nous aider à faire en sorte que ça se passe bien. Très bon point. Et au passage, il ne faut pas du tout hésiter à adresser nos patients chez le cardiologue. Il n'y a jamais d'urgence à débuter l'un ou l'autre de ces médicaments. Dans tous ces essais, on avait 2 à 3 mois avant de randomiser le patient à partir du début de l'hormonothérapie traditionnelle. Ça laisse largement le temps, comme tu le dis, d'adresser le patient au cardiologue s'il y a besoin. Je suis d'accord avec toi. Alors j'ai 2 questions pour l'équipe bleue d'hormonothérapie. Oui, tout à fait. La première, c'est qu'avec les imageries métaboliques comme le PET-choline et PET-PSMA, maintenant on a des patients oligométastatiques qui n'auraient pas été inclus dans ces essais. Faut-il les traiter avec les hormonothérapies de nouvelle génération? Je pense que oui. Actuellement, en effet, on diagnostique probablement plus de métastases que le montrerait une scintigraphie et un scanner. Mais finalement, la démonstration du bénéfice de survie qu'on a obtenu avec les hormonothérapies l'ont été à partir de scanners de scintilles, alors même que ces patients avaient probablement déjà plus de métastases. Donc il faut, à mon avis, ne pas changer notre pratique si on utilise une imagerie moléculaire qui, pour l'instant, n'est pas non plus recommandée dans la prise en charge de ces patients. On ne modifie pas la prise en charge de ces patients à l'heure actuelle. Donc je ne changerai pas le traitement, à savoir plutôt une hormonothérapie sur les bases d'une hormonothérapie, d'une imagerie moléculaire. Pardon. Et ma deuxième question, c'est si on avait le choix entre les 3 hormonothérapies de nouvelle génération, laquelle choisir? Alors c'est une question qui n'a pas été posée dans le même essai, donc on va revenir sur notre fil rouge de tout à l'heure. Les comparaisons indirectes sont très sujettes à précaution, mais pour être honnête, l'efficacité est probablement assez similaire parce que on cible la même voie, la voie du récepteur aux androgènes. C'est probablement plus des histoires soit de comorbidité ou d'interactions médicamenteuses. On sait que par exemple avec l'enzalutamide, il y a plus d'interactions médicamenteuses qu'avec l'abiraterone ou de choix personnels. L'abiraterone doit être pris à jeun, ce n'est pas le cas avec d'autres médicaments. Donc c'est plus une discussion au cas par cas avec les patients de mon point de vue. Madame la chairman, tu veux conclure ou tu veux qu'on conclue? Moi, je vous laisse conclure. Bon. Vous étiez bien... Bon, finalement, on n'est pas très loin d'être d'accord. C'est ça. Je le crains. Ouais. Avec plutôt un standard qui serait plutôt la castration associée à une hormonothérapie de nouvelle génération. Donc, en l'occurrence, abiraterone, prénisone ou Anza, Apalu lorsqu'ils seront largement diffusés. Et la chimiothérapie par défaut ou dans certains sous-groupes que tu as décrits. Oui. On n'en a pas parlé, mais je crois qu'il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas de rôle pour l'utilisation de l'acide zoledronique ou du denosumab chez ces patients, en tout cas avec le schéma mensuel utilisé pour la prévention des complications des métastases osseuses. On a 2 essais randomisés testant l'acide zoledronique dans cette situation. Les 2 sont négatifs et les 2 ont été bien menés. On n'a pas avec le denosumab, mais vraisemblablement, c'est la même question. En revanche, je pense qu'il ne faut pas oublier que ces patients sont à risque d'ostéoporose induite par la castration, mais probablement aussi
par les hormonothérapies de nouvelle génération et qu'il ne faut pas hésiter, et même il faut leur demander des ostéodensitométries et au besoin traiter ces patients avec les médicaments comme les bisphosphonate ou le denosumab, mais cette fois avec les doses utilisées et le schéma utilisé pour le traitement ou la prévention de l'ostéoporose, en plus de l'activité physique, de la vitamine D et de la supplémentation calcique, c'est important. Et puis, j'en ai touché un mot tout à l'heure rapidement, la radiothérapie de la prostate, même si ça n'était pas le sujet du débat d'aujourd'hui, est désormais un standard pour les formes oligométastatiques, avec un bénéfice démontré non seulement en termes de survie sans progression, mais aussi en survie globale. Et donc la question ensuite, c'est peut-on tout combiner ? On n'a pas la réponse au moment où on parle et on l'attend avec impatience. On a mené un essai européen qui s'appelle l'essai PIS1 qui pose la question que tu poses Alice, de savoir s'il faut utiliser non seulement 2 traitements, hormonothérapie et docétaxel, mais plutôt 3 avec la biratérone en plus de ces 2 premiers. Les patients sont inclus, presque 1200 patients dans cet essai académique. On en attend les résultats, j'espère, cette année, en fonction des événements. Et puis cet essai ne devrait pas être le seul de l'année, donc avec un peu de chance, 2021 va nous apporter des informations importantes. On attend la mise à jour d'Enzamet qui avait inclus à peu près 500 patients traités par docétaxel et qui étaient randomisés pour recevoir de l'enzalutamide. Et puis le très gros essai Arasens, plus de 1300 patients ont été inclus, permettant de poser la même question avec le darolutamide. Donc cette année, on va avoir des données sur probablement, je n'ai même pas compté, mais peut-être 2000 ou 2500 patients pour exactement cette question. Donc je pense qu'au même moment l'an prochain, quand on se retrouve, on aura la réponse et on saura si on reste à débattre de 2 médicaments ou si finalement on s'est mis d'accord sur l'utilisation de 3 médicaments dans cette situation. Et donc, finalement, on ne sélectionne pas du tout les patients pour leur proposer l'hormonothérapie de nouvelle génération. Y a-t-il des biomarqueurs Il y a des biomarqueurs, pas vraiment en fait dans cette situation. Il y a évidemment les gros essais, Stampede par exemple, mais aussi Charted, Enzamet, PIS1 ont collecté les tumeurs initiales, les biopsies initiales, du sang pour faire beaucoup d'analyses de biomarqueurs, mais ces études sont en cours. Donc au moment où on se parle, nous n'avons pas du tout de résultats de ces analyses, donc on ne peut pas recommander une prise en charge différente. Si on s'inspire de ce qui se passe dans le cancer de la prostate plus avancé, donc résistant à la castration, dans la pratique courante, il va y avoir probablement l'utilisation de tests visant à diagnostiquer des anomalies de la réparation de l'ADN, pour la prescription en particulier de l'olaparib. Mais la génomique du cancer de la prostate hormonosensible est somme toute différente de celui résistant à la castration. Souvent, la complexité génomique est moindre et la fréquence des biomarqueurs est différente. Donc pour l'instant, il est difficile d'émettre des recommandations actuelles. Ça fait partie surtout de la recherche et l'enjeu, ça va être de combiner les résultats de l'ensemble de ces études. Karim, avec acuité, calculé rapidement le nombre de patients des différents essais. Mais on arrivera probablement à 10 000 patients inclus dans ces études biomarqueurs. Donc, probablement pas l'année prochaine, mais dans quelques années, on pourra discuter de ces biomarqueurs, je pense. Je pense qu'il y a peut-être un message qu'on peut déjà intégrer dans la pratique. Il porte non pas sur un biomarqueur somatique, mais sur un biomarqueur constitutionnel. On sait déjà que des patients avec un cancer de la prostate d'emblée métastatique ont une probabilité élevée, de l'ordre de 10%, d'être porteurs d'une anomalie constitutionnelle de BRCA2, plus rarement BRCA1. Et je pense qu'on peut assez facilement faire dès maintenant une recommandation, surtout en France où l'accès est possible, pour que ces patients soient adressés pour un screening constitutionnel à la recherche d'anomalies de ces gènes. Il peut y avoir, Johan vient de le rappeler, des conséquences pour le patient, parce que bien sûr, en cas de progression tumorale, un inhibiteur de PARP ou un sel de platine vont pouvoir être discutés. Mais il peut y avoir, et peut-être et surtout, des conséquences pour sa famille si un patient a une anomalie de BRCA2 et que cette même anomalie est retrouvée chez sa sœur ou chez sa fille.
on peut peut-être sauver la vie d'une patiente, enfin d'une femme, d'un cancer de l'ovaire, d'un cancer du sein, et puis pour les garçons, un cancer de la prostate. Donc je pense qu'on peut déjà faire cette recommandation. C'est notre pratique à Johan et moi depuis plusieurs années que systématiquement regarder sur le plan constitutionnel ces anomalies chez ces patients. Et effectivement, l'impression c'est qu'on confirme l'incidence élevée de ces anomalies. Est-ce que tu vois à court terme d'autres biomarqueurs, par exemple l'ARV7 qui a fait beaucoup parler de lui dans les années qui ont passé. C'est très débattu. Dans la phase de résistance à la castration, c'est très débattu. A priori, dans la phase hormonosensible, ça l'est moins. Mais est-ce que tu as une position par rapport à cela? Moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas le faire, mais je ne sais pas si tu as une position différente. Je crains que ça ne soit pas rigolo et que ma position rejoigne la tienne. La biologie de la RV7 est complexe et je ne pense pas que ce soit un biomarqueur qui va nous aider, en tout cas à court terme, pour décider d'un traitement. Je pense que rechercher les anomalies des gènes de réparation de l'ADN est une priorité chez ces patients et au besoin tester le plus tôt possible, dans le cadre d'essais thérapeutiques, les inhibiteurs de PARP ou un sel de platine a tout le sens de la Terre. Je pense également qu'un biomarqueur tout simple qui est pas un biomarqueur biologique au sens de tumoral, mais qui est l'état général du patient, devrait être plus pris en considération. Il y a toute une frange de population qui sont les patients NFIT qu'on ne sait pas très bien traiter, qui souvent ne sont pas inclus dans les essais et pour lesquels il faut que l'on fasse des essais pour apprendre à mieux les traiter. Les années 2020 et 2030 vont être les années d'une épidémie, pas seulement de Covid, mais de vieux. Et donc, il faut qu'on apprenne à mieux traiter ces patients. Et puis, le PSMA paraît une cible aussi tout à fait tentante. On attend cette année, j'espère, les premiers résultats des phases 3 testant le PSMA lutécium chez des patients plus avancés. Étant donné dans l'ensemble la bonne tolérance de ce traitement, si l'essai est positif, je pense qu'on aura un très bon argument pour étudier le ciblage du PSMA plus tôt dans cette maladie. Et je pourrais probablement dire la même chose pour le screening de PTEN, qui est un facteur pronostic de gravité et qui peut probablement prédire, et on peut débattre sur la façon de le regarder, en NGS ou en immunohistochimie, pour l'efficacité des inhibiteurs d'AKT. Donc je pense qu'on est en train d'entrer dans l'ère de la médecine personnalisée, au moins dans le cadre d'essais thérapeutiques, pour ces patients métastatiques d'emblée. Alors je vais peut-être divulgacher ce que tu allais décrire sur ta diapo ici sur PIS6, mais il y a un bras que l'on voit où les patients seront testés pour le statut MSI. Or, je vais faire l'avocat du contre de l'utilisation. On n'a pas vu de résultats incroyables avec l'utilisation des immunothérapies dans le cancer de la prostate, et y compris chez des patients avec une charge mutationnelle élevée. Et en plus, ces patients sont relativement rares. La charge mutationnelle dans le cancer de la prostate est quand même, je veux dire, exceptionnelle ou à tout le moins rare. Alors pourquoi tu recommandes dans l'essai PIS6 l'utilisation ou la recherche en tout cas du statut MSI? Alors déjà, il s'agit d'une hypothèse, d'un essai thérapeutique, par essence. Concernant le statut MSI, tu as raison, et l'incidence est malheureusement très faible dans le cancer de la prostate, de l'ordre de 2%. Il n'empêche, les quelques patients qui ont été identifiés et traités par inhibiteur de PD-1 ou de PD-L1 ont souvent bénéficié d'une réponse. Ce qu'on ne sait pas, c'est de combien de temps va durer cette réponse, et puis on n'a pas de vraie série de 30, 40, 50 patients atteints de cancer de la prostate dans cette situation. Ce sont plus des cas rapportés ici et là, mais il y a une réalité, hein, très, très, très clairement. Concernant les mutations, c'est vrai aussi, la plupart des cancers de la prostate ont un taux de mutation relativement faible, et probablement que le cut-off qu'on doit utiliser est plus bas. Si on regarde l'association d'inhibiteurs de PD-1 et d'inhibiteurs de CTLA4, avec l'association ipilimumab-nivolumab, on voit, en tout cas il semble, que la charge mutationnelle prédit pour l'efficacité. Ce sont les premières données dont on dispose. On attend la validation
sur une étude qui est actuellement en cours. Donc peut-être qu'on va utiliser quand même ces biomarqueurs, mais peut-être qu'on va les utiliser différemment par rapport à d'autres cancers. Alors, aux États-Unis, il y a une autorisation du pembrolizumab pour les patients dont la charge mutationnelle est supérieure à 10 mutations par mégabase. C'est agnostique finalement. Est-ce que, si tant est que cette autorisation arrive un jour en Europe, ce qui est peu probable, mais bon, on va se mettre dans cet état d'esprit, est-ce que tu le recommanderais? Je trouve qu'il serait plus logique, avec les données actuelles, d'utiliser un autre test qui est le test MSI. Parce que les données sont plus convaincantes, à la fois dans le cancer de la prostate, mais à la fois dans les autres cancers. Le cancer du côlon, c'est évident, et on l'a vu encore cette année avec la première phase 3 extrêmement démonstrative, avec une courbe de patients traités qui devient quasiment plate au bout de quelques années en termes de survie sans progression, mais également dans le cancer de l'endomètre. Et on le sait une fois de plus dans le cancer de la prostate. Donc à choisir, je préférais que le statut MSI soit utilisé pour une telle approbation d'un inhibiteur de PD-1 dans le cancer de la prostate. Donc on ne recommande pas, on est bien clair, hein, la recherche de la charge mutationnelle en pratique pour nos patients, ça n'a aucun intérêt à l'heure actuelle. Ben, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Bon, très bien. Donc finalement, on peut essayer de proposer, en fonction de certains biomarqueurs, des nouveaux essais thérapeutiques orientés. C'est l'étude PIS6, c'est ça? Alors, je crois que non seulement, alors PIS6 c'est une étude académique, c'est toujours très compliqué de monter les études académiques, a fortiori à l'échelon européen, et a fortiori comme on le montre sur le design qui est vraiment un draft, hein, PIS6 ne sera pas exactement ça. Mais à la fois quand on pose plusieurs questions, et là tu le vois, on cherche à poser 4 questions. C'est plus un concept. Mais il va y avoir non seulement PIS6, mais il va y avoir également d'autres essais, soit académiques, Stampede a des idées autour de ça, mais également industriels, qui vont poser différentes questions à partir de différents biomarqueurs. Et je pense que c'est en 2021 qu'on va voir ces études. Un certain nombre ne sont pas encore publiques, donc on ne peut pas en parler ouvertement, mais elles vont venir d'ici très peu de temps. C'est pour ça que je suis vraiment persuadé qu'on est à la croisée des chemins, et au moment où on est en train de basculer au même traitement pour tout le monde, ceux dont on vient de débattre avec Johan, à une situation où on va analyser la tumeur. Ça tombe bien parce que les biopsies dans cette situation, elles sont toutes récentes, elles ont 1 semaine, 1 mois, etc. Donc elles reflètent la maladie du monsieur. Et on va analyser ces tumeurs pour pouvoir décider d'un traitement, ou en tout cas tester un traitement, et c'est notre travail de médecin-chercheur. Eh bien très bien, je pense qu'on est tous les 3 d'accord, finalement. Voilà. Il y a un truc sur lequel on n'est pas d'accord, c'est qui va garder ma pièce. Je préférais que ce ne soit pas le docteur Loriot. Je t'offrirai un café. Très bien. Merci pour ce débat très intéressant, et je vous propose chacun à votre tour de faire un petit résumé en 1 minute de la thèse que vous défendez. Alors, le docétaxel a été le premier médicament permettant d'améliorer la survie globale chez des patients atteints de cancer de la prostate d'emblée métastatique, et ce à partir de 2015. Donc ça a été un énorme progrès. On a été très contents après 70 ans d'absence de progrès pour les hommes dans cette situation. Alors il est vrai que depuis quelques années, les hormonothérapies de nouvelle génération sont venues en concurrence de l'utilisation de la chimiothérapie, et qu'il y a beaucoup d'arguments pour utiliser les hormonothérapies de nouvelle génération. Je garderai probablement 2 possibilités ou 3 possibilités pour la chimiothérapie. Celle des rares patients atteints de métastases hépatiques d'emblée, peut-être également les patients qui ont une hypertension artérielle extrêmement difficile à équilibrer, et puis surtout, et c'est l'espoir pour 2021, si on arrive à démontrer que 3 traitements font mieux que 2, et 3 essais thérapeutiques vont répondre à cette question très probablement cette année, et bien dans ce cas-là, le docétaxel redeviendra un nouveau traitement standard. Et toi, Johan? Alors je serai peut-être plus court, parce que c'est peut-être plus simple à défendre. Donc je dirais, pour résumer, hein, on contrôle mieux la maladie, on a vu les bénéfices sur la survie sans progression. On a un bénéfice qui est majeur sur la durée de vie, hein, sur la survie globale. La qualité de vie semble meilleure. Il est probablement un peu plus simple de l'administrer, le panel de patients à qui on peut le proposer est probablement plus large. C'est plus commode pour le patient de prendre des comprimés à la maison plutôt que de venir à l'hôpital.
Karim a justement évoqué le prix, mais on a discuté sur le fait que ça ne sera probablement plus le cas peut-être dans les années qui viennent. Et puis le dernier point, c'est que finalement, la question qui persiste maintenant, c'est de savoir si on peut réconcilier ces deux types de traitements, et on a bon espoir, en ce cas, on espère qu'on puisse traiter les patients avec ce triplet magique peut-être. Merci à vous deux pour ce débat, merci à vous pour votre écoute. Et puis, je vous invite à vous inscrire au cours de chimio pour pouvoir visionner les 100 vidéos sur les cours de chimio qui donnent un tour d'horizon sur le sujet. Merci beaucoup. Merci Alice.